Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour l'entretien de la semaine. Cette fois, c'est sûr, l'agriculture est le levier de substitution à l'importation. C'est du moins ce qu'affirme la tutelle qui, compte tenu de le potentiel de notre pays en la matière, promet bientôt une offre suffisante en produits agricoles de qualité sur le marché et ainsi enfin répondre à la demande nationale. Zoom ce soir donc sur notre stratégie agricole qui date aujourd'hui de près de 20 ans, censée assurer la sécurité alimentaire, une question de souveraineté nationale dans notre pays. Notre invité reçoit ce soir Monsieur Cherif Omari, directeur de la régulation et du développement des productions agricoles au ministère de l'Agriculture. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir à nos téléspectateurs et notamment à nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos éleveurs et nos forestiers. Très bien. Alors on va commencer avec l'actualité qui anime votre département. Ce sont les assises nationales qui se tiendront la semaine prochaine, le 23 avril, sur l'agriculture, avec à la clé une nouvelle feuille de route, dit-on, pour concrétiser les objectifs du ministère. Concrètement, cela veut dire quoi ? Effectivement, le 23 avril prochain, il y aurait la tenue des assises nationales de l'agriculture. Celui-ci est sous le patronage de Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika. Et ça va être aussi l'occasion de faire la revue de toutes les politiques qui ont été faites et d'évaluer un petit peu les acquis, les résultats, il y en a tellement. Et bien sûr, comme vous avez depuis la loi on va dire depuis 2000, depuis le lancement du programme du plan national de développement d'agriculture, donc c'est le PNDA. Mais plus précisément de la loi d'orientation. La loi d'orientation en août 2008, exactement. Mais les bases ont été, les fondements, ça a été lancé en 2000 avec le PNDA dans le cadre des programmes de son Excellence Monsieur le Président. Et bien sûr, ça a été encore soutenu à partir de 2009, juste après la loi d'orientation. Il faut dire qu'il y a eu le renouveau agricole et rural. Et jusqu'à aujourd'hui, donc, il y a eu beaucoup d'interventions, beaucoup de soutien, beaucoup d'investissements publics et beaucoup d'efforts ont été faits, notamment par nos producteurs, nos agriculteurs, nos éleveurs. Et donc, ça va être l'occasion aussi de se mettre ensemble et de construire ensemble une feuille de route pour soutenir... C'est un tournant, en fait, dans les diverses stratégies ou les programmes agricoles qu'on a pu connaître. On va dire que c'est une consolidation de tous les efforts qui ont été consentis. Et c'est un appel aussi à l'ensemble des intervenants des autres secteurs et des intervenants notamment des investisseurs privés. Donc ça va être l'occasion aussi de consolider les efforts et les résultats qui ont été réalisés. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de résultats, comme vous l'avez dit à l'introduction. Donc aujourd'hui, le marché national est approvisionné majoritairement de la production locale. Donc il y a un grand résultat qui a été réalisé et ça va être l'occasion pour soutenir et pour accompagner cette dynamique qui existe aujourd'hui dans le secteur de l'agriculture, notamment à travers les différentes productions animales et végétales. Et il faut dire qu'aujourd'hui, cette dynamique elle a besoin d'être soutenue, accompagnée, notamment en matière de conservation de produits, de valorisation des productions, donc de transformation de l'industrie agroalimentaire. Prise en charge carrément, augmenter les capacités de stockage, de conditionnement, voir aussi les possibilités de relance des exportations. Donc il y a beaucoup d'opportunités et aussi assurer une régulation du marché, une stabilité du système de distribution. Donc tout ça, ça fait partie... Justement, ce sont les thèmes des ateliers qui sont d'ailleurs en cours depuis près d'un mois. Depuis plus d'un mois. Donc il y a eu des ateliers qui ont été initiés par monsieur le ministre de l'Agriculture. Et c'est des thèmes, il y en a 9 ateliers thématiques qui abordent les principales questions de développement du secteur de l'agriculture, du développement rural et le secteur de la pêche et des forêts. Donc à ce moment-là, il va y avoir des conclusions qui vont être mises sur la feuille. Ces ateliers, ils ont abouti à des recommandations qui vont être confirmées, qui vont être annoncées. Et ça va être des recommandations qui vont prendre le sens des mesures et des dispositifs qui vont soutenir le développement du secteur pour essayer d'atteindre la performance et essayer de relever encore mieux le défi de la sécurité alimentaire du secteur de l'agriculture. Et notamment aujourd'hui, on attend le secteur de l'agriculture pour participer dans ce qu'on appelle la diversification de notre économie. Donc d'une manière efficace. Alors justement, on va un petit peu zoomer plus profondément sur la stratégie agricole de notre pays, ou les stratégies, je ne sais pas comment vous les appelez, mais globalement, aujourd'hui, on peut se poser la question suivante, c'est comment un secteur dont la valeur de la production agricole a atteint les 3 000 milliards de dinars en 2016,
Et il représente aussi 12% du PIB ou un peu plus, emploie plus d'1 million de travailleurs permanents. Comment ce secteur peut être caractérisé par autant d'instabilité, notamment dans la production, dans ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'activité en aval, l'activité agricole en aval. Il y a encore une forte instabilité qui entoure l'agriculture dans notre pays. Et il faut dire qu'il y a moins de stabilité que l'on pense. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup de productions. Il y a une consolidation de ces productions et elles sont plus ou moins régulières chaque année. Peut-être vous faites allusion à l'instabilité, à l'aléa climatique, peut-être qui influe de temps en temps sur les productions, certaines productions agricoles, parce que comme les céréalicultures, ils sont essentiellement des productions pluviales, donc elles sont dépendantes du climat. Et c'est dans cette optique-là que l'État a mis beaucoup d'investissements, beaucoup d'infrastructures, surtout dans la question de l'eau, pour essayer d'améliorer et d'augmenter les superficies en irriguées. Il faut dire qu'aujourd'hui, on est à 1 300 000 hectares et l'objectif, c'est d'atteindre à terme 2 millions d'hectares de superficie irriguée dans le cadre du projet de son Excellence Monsieur le Président. Et on est en train de travailler pour atteindre avec nos partenaires du ministère des Ressources en eau, du secteur des ressources en eau. Et nous, on est en train d'insister pour utiliser les systèmes économiseurs d'eau. Monsieur le ministre, chaque fois dans ses sorties, il insiste sur ça. Et d'ailleurs, cette année, avec le soutien du gouvernement, il y a eu dédoublement de budget alloué au secteur de l'agriculture. Et donc, on est en train de soutenir l'approvisionnement en eau avec des systèmes économiseurs d'eau pour augmenter la performance des productions et pour un peu rationaliser l'utilisation de l'eau et augmenter même les superficies irriguées. Et donc, on est dans cette logique de... Donc, l'objectif des 2 millions d'hectares irrigués, c'est pour quand? C'est pour bientôt, peut-être c'est à l'horizon de 2020, on va dire. Et je pense qu'on va y arriver parce qu'il nous reste 700 000 hectares. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire. On est à 80 barrages aujourd'hui. Il y a beaucoup de stations de dessalement qui ont été construites aussi. C'est plus de 13 stations qui ont soulagé un petit peu l'irrigation agricole parce qu'ils ont permis d'approvisionner en eau potable les grandes villes côtières. Et donc, les barrages qu'on a, ils sont généralement réservés pour l'irrigation agricole. Donc, je pense en utilisant... aujourd'hui, on est à 50% des systèmes économiseurs. Donc, on utilise encore les systèmes gravitaires traditionnels et justement la bataille... Peu économique. Et la bataille va se jouer rien qu'en introduisant d'une manière massive l'utilisation de ces systèmes économiseurs d'eau. On va économiser beaucoup d'eau. On verra la différence. On verra la différence et peut-être avec le même volume, légèrement, le même volume d'eau, qu'on pourra irriguer plus de superficie actuelle. Alors, de manière globale aussi, on a vu avec les différentes stratégies agricoles une hausse de la production nationale, on le disait, des filières stratégiques renforcées, plus de surfaces agricoles exploitées, on est en train de le dire, et l'apparition de pôles de production, c'est bien. Vous le disiez, le paramètre climatique ne peut pas être la seule explication à cette sorte d'instabilité qui entoure encore le secteur, puisqu'on n'arrive pas à garder le cap sur certaines filières qui sont en dents de scie parfois. Il y a forcément d'autres paramètres. Les dernières années, on a de moins en moins d'instabilité. Donc, il ne faut pas parler d'instabilité, il faut parler d'aléas climatiques qui touchent certaines filières. Mais grosso modo, si on fait le comparatif entre les niveaux où est-ce qu'on était, d'où est-ce qu'on est venu, on est venu en 2000. Pour les céréales, on était de 9 millions de quintaux. Aujourd'hui, on parle de plus de 35 millions de quintaux. Et peut-être que cette année, Inch'Allah, avec les bonnes présages du climat, on va dépasser largement ce volume de production céréalier. La facture d'importation, elle dit un petit peu le contraire de tout, contredit un petit peu tous ces bons indicateurs. Plus de 800 millions de dollars en janvier 2018 pour les produits alimentaires. Heureusement qu'on a cette capacité financière pour approvisionner notre marché. Donc là aussi, c'est une sécurité alimentaire. Plus tellement, monsieur Romali. On est obligé de passer un cap. Justement, c'est ça le défi aujourd'hui de l'agriculture. C'est pour cela qu'on fait les assises. C'est justement pour attirer l'attention et pour sonner un peu l'alerte, on va dire, pour accompagner encore plus le secteur de l'agriculture, pour développer plus, parce qu'il y va de notre sécurité alimentaire. Et donc, c'est pour cela qu'on doit soutenir encore mieux le secteur de l'agriculture. On doit l'accompagner encore plus.
en termes d'intrants, en termes de valorisation, en termes de stockage, en termes de valorisation des productions. Alors justement, vous parlez des intrants agricoles, oui. notamment les semences, que prévoit aujourd'hui le ministère pour réduire cette facture d'importation? Alors pour les céréales, on n'importe pas de semences depuis plus de 20 ans. On a gagné la bataille des semences de céréales. Hein. Donc grâce aux efforts de nos instituts techniques et grâce à l'effort de l'Office interprofessionnel des céréales, il faut dire que récemment, il s'est équipé de pas mal d'infrastructures de base, notamment les stations d'usinage, et grâce aussi au savoir-faire, à la maîtrise de nos céréaliers, des multiplicateurs céréaliers. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un acquis qu'il faut le dire. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on n'importe plus de semences de céréales. Il nous reste des semences, semences des produits potagères ou maraîchères. Oui. Pour la pomme de terre, on est en train de gagner la bataille de la semence. On est à 3/4 des besoins de la semence nationale. Donc on importe une quantité, quelque chose autour de 100 000 tonnes, et on produit chez nous quelque chose comme 300 jusqu'à 400 000 tonnes. Donc les besoins ils sont multipliés chez nous. Et récemment, M. le ministre il a lancé un projet pour essayer de remonter dans la semence des pommes de terre, de remonter un peu dans la pyramide des âges, c'est-à-dire aller vers les générations, première génération, pour gagner l'autonomie de cette semence. Ça veut dire quoi concrètement, revenir à la pyramide des âges? Pyramide des âges parce qu'il y a des âges, des segments de semences. Il y a des semences qui sont classées de la G0, la G1, la G2, et on passe à la semence certifiée, donc on est à la SE, donc la super élite, l'élite. En plus, la classe A et B qu'on utilise généralement pour produire de la pomme de terre qu'on est en train de consommer aujourd'hui. Donc là, on est en train de remonter vers l'avant, on est en train de gagner des étapes dans la semence jusqu'à avoir l'autonomie globale totale. Et il faut dire qu'on a des capacités pour faire ça, on a des instituts qui travaillent sur ça, et on a de... Suffisamment pour répondre à la demande nationale. Oui. Et justement, qu'on est en train de mettre, il y a une stratégie qui a été mise en place, définie, avec des acteurs qui ont été identifiés. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur ce cap pour gagner cette autonomie. Il reste quelque chose sur les semences maraîchères aussi. Oui. Il y a un effort qui a été demandé pour essayer d'avoir l'autonomie de ces semences. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des opérateurs privés qui sont en train de monter des partenariats avec des étrangers. Et on est en train de gagner cette bataille crescendo, on va y aller tout doucement, et on a mis tous les efforts et tous les moyens sont mobilisés pour gagner cette bataille de semences. Toujours aux alentours de 2020 ? Ah oui. Ce sont les échéances principales. C'est les échéances principales de 2020. Normalement, d'ici 2020, avec les superficies irriguées, on va augmenter suffisamment notre production. Il faut dire qu'on a des marges de progression sur les rendements. Donc, on a ce qu'on appelle des gisements de productivité. On est en train de les gagner avec la mobilisation de l'eau, mobilisation des intrants, et l'amélioration de la performance de nos producteurs aussi. Il y a de la formation, il y a de l'encadrement et plus de l'innovation. Un petit peu la perche, puisque j'allais vous poser la question sur la céréaliculture, mais on va y revenir. Mais puisque vous parlez de l'eau, qui est un paramètre essentiel évidemment dans le secteur, aujourd'hui, les méga-projets agricoles dans le sud du pays, on parle de plus de 10 000 hectares consacrés à l'agriculture. Ils offrent bien sûr des perspectives intéressantes, mais des experts pointent du doigt l'utilisation abusive de nos ressources hydriques, puisque ce sont de très grandes exploitations. Qu'en est-il par rapport au ministère de l'Agriculture? Quelle est votre réponse là-dessus? Alors, vous me retendez la perche, parce qu'il faut dire que l'État a mobilisé beaucoup de superficies agricoles. Aujourd'hui, si on fait le bilan, l'État, depuis les dispositifs qui ont été mis en place, surtout avec la loi d'orientation de 2008, plus la loi foncière de 2010, et le secteur de l'agriculture est en train de faciliter pour accéder aux fonciers agricoles, notamment pour nos investisseurs. Si on fait le bilan, on est à plus de 1 700 000 hectares qui a été accordé à ces investisseurs de différentes tailles, des jeunes jusqu'à gros investisseurs, jusqu'aux projets structurants, comme vous êtes en train de dire, les grands projets, effectivement, comme vous avez dit. Donc récemment, il y a eu distribution d'à peu près de 800 000 hectares dans le cadre de la mise en valeur au niveau du Haut-Plateau et du Sud. Et il faut dire qu'il y a des cahiers de charges pour respecter un peu l'usage de cette ressource rare en Algérie. Et nous, on veille avec le ministère des Ressources en eau pour utiliser à bon escient cette ressource rare, d'autant plus qu'on est conforté avec l'article 19 de la Constitution qui consacre la préservation des terres et notamment la préservation des ressources naturelles. Oui, mais s'il y a un besoin d'irrigation S'il y a un besoin, on l'utilise d'une manière rationnelle, avec des systèmes économiseurs d'eau
Et bien sûr, on doit développer notre capacité de production locale parce qu'on doit conforter notre sécurité alimentaire. Alors, de manière générale aussi, les mêmes experts se posent la question par rapport aussi à ces méga-projets. Vous nous direz où est-ce qu'ils en sont, notamment pour le projet d'Al Bayed avec les Américains. Ils craignent un petit peu l'exclusion, voire la marginalisation de nos agriculteurs et voire de l'agriculture traditionnelle dans notre pays. Non, non, sur les 800 000 hectares qui ont Ils été peuvent aussi attribués, dominer le marché à terme avec une production excédentaire. On a à peu près entre 19 000 et 20 000 investisseurs. Hein, vous voyez, donc on a quelques projets de cette taille-là, des projets structurants avec des partenaires étrangers parce qu'ils intègrent de la nouvelle technologie. Et c'est tant mieux. Mais la production sera énorme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, heureusement. Donc ils peuvent dominer le marché à ce moment-là. Comment ils dominent le marché? Ils peuvent dominer le marché avec une production, une offre abondante. C'est une offre nationale, elle est locale, ça approvisionne le marché, autant mieux que d'importer. Donc c'est une bonne chose pour le marché national. Et je pense que ça va être des marges, beaucoup de marges à l'exportation. Donc il y aurait beaucoup de productions qui vont être exportées. Et ça va être une source pour la devise. Hein, on en a besoin aujourd'hui dans les conditions de rigueur financière. Donc tout le monde est gagnant-gagnant. Donc vous voyez ça d'un bon oeil. Bien sûr, heureusement, on encourage ça. À condition, bien sûr, qu'on mette en place les mécanismes d'exportation, ce dont on ne dispose toujours pas. Bien sûr, non, il y a un accompagnement qui est en train de se faire en place. Il y a beaucoup de dispositions qui ont été mises en place par l'État. Et il faut dire qu'il y a eu des facilités qui ont été accordées au niveau des ports et des aéroports. Simplification des procédures, décentralisation des procédures. Non, mais en amont, pour les stockages et tout ça. D'ailleurs, on va en parler avec la céréaliculture. On est en train d'exporter. Hein. Oui. Donc, on est en train d'exporter. Ce n'est pas le potentiel qu'on est en train d'exporter, mais quand même, c'est des expériences très intéressantes. On est en train de les structurer, de les encadrer pour essayer que ça se vienne comme un dispositif pérenne et dynamique. Quoi. On est en train de structurer cette dynamique. Alors, juste un dernier mot sur ces méga-projets. Où est-ce qu'ils en sont? Ils devaient donner leurs premiers résultats ces mois-ci. Oui, ils sont en train de se mettre en place. À Al Bayed, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, il y a des investissements très lourds. Donc, il y a des équipements, il y a du forage. Ils sont en train de préparer les installations. Bon, c'est vrai, il y a quelques projets qui n'ont pas démarré et c'est à juste titre qu'on est en train de... Quelques projets du côté de, je pense au sud, du côté d'Adrar. Donc c'est pour ça qu'on attire l'attention et vous me donnez l'occasion pour attirer l'attention des investisseurs, surtout ceux qui ont bénéficié de ce foncier agricole. On leur demande d'attaquer, de concrétiser les projets parce qu'on en a besoin. Et c'est dans ce sens qu'il y a eu beaucoup d'orientations qui ont été données par le pouvoir public. Et récemment, il y a des commissions qui sont installées au niveau du wilaya. Ils sont présidés par mesdames et messieurs les wali. Et qui sont suivent un petit peu. Oui, ils suivent de près. Donc s'il y a du retard, s'il n'y a pas du retard, donc ils récupèrent ces terres-là. Donc ils ont la latitude de récupérer et parce qu'on a beaucoup de demandes en attente et on va donner aux autres potentiels investisseurs et pour essayer d'exploiter d'une manière rationnelle et optimale cette ressource-là. On ne peut pas se permettre devant les impératifs de la sécurité alimentaire, devant la demande du marché national. Mais le partenariat reste la clé en fait. Oui, le partenariat c'est quelque chose qui nous aide dans le transfert de technologie. Ça nous permet aussi d'intégrer les systèmes de commerce international. Donc tout ça, c'est un plus qu'on peut avoir dans le cadre de ce partenariat, bien sûr dans le droit algérien, avec des sociétés de droit algérien, donc 51, 39. 49. Donc, voilà, 49. Alors, en matière de céréaliculture, l'Algérie peut devenir autosuffisante en blé dur d'ici 3 à 4 ans. Vous allez confirmer ou infirmer cette assertion et envisager même l'exportation. Alors, on reste tributaire de l'importation pour le blé tendre. Oui. Mais cette donne, de manière générale, va changer. Complètement les choses par rapport à la céréaliculture. Oui. Pour les types, les espèces de blé, pour le blé dur, on est une région de blé dur. Hein, donc c'est naturellement la région du Maghreb, on va dire, et l'Algérie spécialement. On a les capacités de satisfaire notre demande nationale en blé dur en mettant en plus les moyens qu'il faut avec un bon encadrement qu'on est en train de mettre en place. On est de grands consommateurs aussi des semoules, donc les produits du couscous, des galettes, tout ça. Donc traditionnellement, c'est nos produits de base. Cependant, on est en train d'importer un peu plus de blé tendre. Parce qu'on est en train même beaucoup plus. Et on est en train d'intégrer un modèle de consommation qui a besoin de cette céréale. Mais alors, il n'y aura pas de solution pour le blé Si, on est en train de produire le blé tendre.
On est à 20-30% de nos besoins. On veut accélérer cette partie de la production nationale. On a les moyens, c'est ce qui se passe au niveau du Sud notamment. On a de grandes capacités de production parce que là-bas, on est avec des systèmes d'irrigation totale. Donc on maîtrise le système et on maîtrise les rendements. Et donc on peut arriver à terme, mais moins vite que le blé dur. Le blé dur, on peut arriver rapidement. Oui. Et on peut déjà. Et d'ailleurs, le blé dur, c'est un grand problème sur le marché international. Aujourd'hui, il y a très peu d'offreurs de blé dur. Oui. Donc il est mieux coté d'ailleurs. Il est mieux coté, il est très difficile à l'avoir. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de producteurs de blé dur. Et c'est pour ça qu'on a intérêt à développer notre propre céréale. D'autant plus qu'on a le potentiel naturel et on a les capacités humaines et matérielles. Alors, ce dont on ne dispose pas, ce sont les capacités de transformation, les lieux de stockage des céréales. Ah, les transformations pour les céréales, oui. On en a beaucoup plus d'ailleurs. Hein. On en a plus de 300% des capacités de stockage, de transformation, des minoteries et des semouleries. Oui, mais les stockages. Le stockage, c'est vrai. Le stockage, on a des capacités. Il y a beaucoup de projets qui sont en train de se réaliser aujourd'hui avec l'OAIC. Dernièrement, on a, Monsieur le ministre, il a visité une station à l'Est, dans la wilaya de Mila. Et partout dans les bassins de production, aujourd'hui, ils sont dotés par des capacités nouvelles de stockage. Et on est en train de travailler dessus, c'est vrai, c'est un besoin important pour le stockage. Donc on peut sortir de la dépendance de l'importation en blé dur d'ici 3 à 4 ans, vous l'affirmez ce soir. Oui, bien sûr. On a les moyens de s'en sortir du blé dur. Et se placer dans l'export. Parce qu'on a dépassé les plus, il ne reste pas beaucoup, hein, la majorité elle est produite chez nous. Et donc, on va essayer de gagner cette bataille de blé dur, notamment. On est en train de grignoter aussi sur les légumes secs. Il faut rappeler qu'on a fait une bonne année pour les lentilles. Alors allez-y, j'allais justement entamer les autres filières. Les lentilles, parce que on a amélioré notre système céréalier qui est basé aussi sur l'exploitation de ce qu'on appelle des jachères, parce que chaque année on laissait une superficie au repos. Donc depuis quelques années, on est en train de mobiliser et d'encourager l'utilisation de ces jachères et d'introduire ces cultures fourragères, voilà, les cultures de légumes secs. Et ça permet aussi de réaliser ces rotations à solement. Ça améliore le sol et c'est plus profitable et pour l'agriculteur et pour la production nationale. Et donc, ça commence à donner des résultats. Et l'année passée, on a fait plus de 223 000 quintaux de lentilles. C'est une année record. Et cette année, on s'entend encore plus parce que nos agriculteurs, il y a un engouement, ils sont encouragés. Il y a une extension de superficie pour les légumes secs. Et on est en train d'accompagner cette dynamique et de soutenir cette dynamique. Et je pense qu'à terme aussi, on pourra satisfaire la demande en légumes secs. Alors, par rapport aux filières, à la filière maraîchère particulièrement, puisque nous attendons bien sûr, nous sommes bientôt à la veille de Ramadan. À la veille de Ramadan. Merci de m'avoir aidé. À la veille de Ramadan. Et c'est là, en général, que la flambée des prix se produit. Ce phénomène qu'on n'arrive toujours pas à expliquer ou qu'on explique par tellement d'éléments qu'on ne sait pas, est-ce que ce sont tous ces éléments à la fois. C'est un phénomène qui reste, qui est entouré de mystères, en fait. Pourquoi il réapparaît chaque année, et particulièrement durant le mois de Ramadan? C'est un phénomène tout à fait naturel. À la veille de Ramadan, notamment les premiers jours... Mais ça renforce le sentiment d'instabilité. Il y a un excès de demande qui s'exerce sur une offre qui est constante, parce qu'on ne peut pas changer l'offre d'une semaine à une autre. Donc c'est une production qui est là, c'est une production saisonnière et tout. Pour cette année, il faut dire que pour le maraîchage et même pour certains fruits, c'est la saison naturelle de cette production. Donc on aura pas mal de récoltes qui coïncident avec le mois de Ramadan, c'est-à-dire de la mi-mai à la mi-juin. C'est la période de récolte des saisons, ce qu'on appelle les saisons. Donc on ne sera pas dans une période difficile où il y aura des tensions. Non, on a des maraîchages, on a de la tomate, de l'oignon. Mais même lorsque la production est abondante, on a parlé des spéculateurs évidemment qui dominent le marché. De la mauvaise distribution, des stockages abusifs et parfois de pluie en hiver lorsque les saisons s'en mêlent. Donc, vous dites cette fois, il n'y aura pas de ce phénomène. Donc, vous êtes en train de donner les arguments de l'assise. C'est pour cela qu'on a besoin de faire des assises et des rencontres. Ce sont des arguments que vous avez d'ailleurs pu donner Bien sûr, parce qu'il y a une réalité qui est là. Et c'est pour ça qu'on veut mettre un peu la main comme ça pour essayer d'accompagner et de pallier à ces défaillances. On a certains dysfonctionnements.
qui demande une organisation de beaucoup d'acteurs. D'ailleurs, on est en train de structurer ces filières avec des conseils interprofessionnels. Monsieur le ministre, il a lancé cette dynamique et aujourd'hui, on a beaucoup de conseils de filières. C'est un peu un retour en arrière avec la réorganisation de ces filières, parce que c'est un projet qui datait déjà de 2002, si on revient un petit peu dans les années précédentes, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui va faire que ça va marcher cette fois-ci? Ça marche, madame. Et c'est une construction, c'est une accumulation, on améliore chaque jour. Et puis, c'est des constructions humaines, donc ça prend du temps pour mettre de la cohérence et de la coordination. Non, mais les problèmes, on les connaît, M. Armani. Mais oui, mais ça marche comme ça évolue, parce que nous, on est dans un système agricole qui obéit à certains critères qui relèvent de la nature, des fois. Et il y a des crises comme ça qui arrivent. Mais pour les spéculateurs, par exemple, on en a suffisamment parlé. On a dit qu'ils faisaient un petit peu leur loi sur les marchés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on compte faire? Les spéculateurs, ils jouent beaucoup dans la rareté. La meilleure façon, c'est l'abondance. C'est de produire plus et d'améliorer l'offre, ce qu'on est en train de faire. Et cette année, on aura beaucoup d'offres sur la majorité des produits. Donc, on aura un ramadan très stable, avec une offre très suffisante et avec des prix très acceptables. Et je pense que ça va être très très bien passé. D'ailleurs, l'année passée, c'était un bon ramadan. Et cette année, je pense, avec les dernières... Avec des prix accessibles, des prix très accessibles, avec les pluies qu'on vient d'enregistrer. Donc tout ça, c'est encourageant. Il y a des facteurs qui encouragent. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'accessibilité des prix, elle est parfois au désavantage de l'agriculteur lui-même. Oui. Donc, est-ce qu'on pense aujourd'hui, comme cela a été souvent stipulé, revenir à un circuit de distribution court? La réflexion a déjà été engagée au niveau du ministère, mais on n'est jamais vraiment passé à l'action. C'est-à-dire éliminer les intermédiaires et revenir à la distribution du fellah lui-même. Oui, le revenu de l'agriculteur est très important. Mais surtout pour nous. Donc on doit veiller à son revenu. Voire mettre un mécanisme en place de protection. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de systèmes de régulation. D'ailleurs, la loi d'orientation de 2008, elle a parlé sur ça. Il y a eu beaucoup de mécanismes. Il y a eu des offices qui interviennent sur la régulation. Il y a eu du soutien qui intervient dans le stockage, dans la collecte, pour la pomme de terre par exemple, pour la tomate. Donc tous ces éléments concourent pour préserver le revenu de l'agriculteur parce qu'on doit veiller sur un équilibre. On doit veiller sur le producteur et sur le consommateur. Et c'est pour cela que les systèmes de régulation et l'organisation interprofessionnelle trouvent tout son rôle dans cette dynamique-là. Et ça a besoin de beaucoup d'interventions, beaucoup de décisions collectives qu'il faut les harmoniser, les coordonner pour garder cette dynamique d'équilibre. Donc le circuit court, c'est pas pour demain. Ça fait partie, les cycles courts. Ça fait partie. Mais il y a encore beaucoup d'intermédiaires. Vous parlez d'associations interprofessionnelles qui vont prendre des décisions collectives. Donc le fellah ne restera pas le Ça dépend où est-ce qu'on est. Seul décisionnaire. C'est pas facile quand on est dans une grande ville. Au niveau des campagnes, les circuits courts, ça fonctionne. C'est-à-dire surtout les marchés hebdomadaires ou les marchés quotidiens où ça s'approvisionne directement chez l'agriculteur avec des produits frais, extra frais même. Et dans les villes, la problématique d'approvisionnement des villes, c'est une problématique très, très complexe. Et ça se passe notamment pour la distribution. Dans le monde entier. Surtout aujourd'hui, on est en train de s'urbaniser encore plus. Et c'est pour ça que la question de sécurité alimentaire va se jouer beaucoup plus dans les villes. Et c'est pour ça qu'on est en train de veiller pour améliorer les systèmes de distribution, les infrastructures de proximité, ce qu'est en train de faire l'État avec les grands marchés, pour essayer d'approvisionner, parce qu'on veille aussi sur la qualité des produits. Et donc, c'est des problématiques très complexes qui font intervenir pas mal d'intervenants publics-privés. Alors, justement, en parlant de problématiques, on va terminer sur celle du lait, qu'on a pu connaître, la tension qu'a pu connaître le pays sur le lait. Le gouvernement est intervenu pour mettre fin à la crise. Les quantités de lait en poudre fournies par l'ONIL, l'Office interprofessionnel du lait, aux laiteries publiques, donc JPLAI, seront augmentées de 7 000 à 10 000 tonnes par mois. Pour les laiteries privées, elles se verront relevées de 7 500 à 9 000 tonnes par mois. Oui, d'accord, il y aura plus de poudre de lait, mais est-ce que cela réglera la question de la tension définitivement? Oui, ça n'a pas toujours été une question de quantité. C'est un peu de tout. Donc ça va conforter un peu l'offre en termes de lait soutenu en sachet de 25 dinars. Donc l'ONIL, l'Office de l'État, il est chargé d'approvisionner ces laiteries publiques-privées. Il faut dire qu'on a à peu près 117 laiteries qui intègrent ce dispositif public d'approvisionnement d'un produit soutenu destiné pour les familles, notamment les familles à revenus modestes.
Et c'est pour cela qu'on est en train de veiller pour essayer. Le gouvernement, il a mis en place ce dispositif, surtout à la veille de Ramadan. C'est pour préserver un peu l'approvisionnement régulier. Et en plus, il y a des efforts d'amélioration du système de distribution. Il faut dire que l'ensemble des laiteries, ils sont soumis à un cahier de charge avec leurs distributeurs qui doivent respecter des feuilles de route de distribution avec leurs détaillants. Et l'ONIL est en train de faire un grand effort pour assainir des situations. Et on est en train de suivre, et l'ensemble du gouvernement est en train de suivre, le ministère de l'Agriculture, notamment le ministère du Commerce. Le défi de la production, c'est ce qui va être en fait le nœud gordien de cette crise. Est-ce que, par exemple, les laiteries publiques, pour ne prendre que celle-là, pourront relever ce défi qui est de doubler en fait leur capacité de production? Est-ce qu'elles en ont les moyens? Et on terminera là-dessus. Le groupe Gipley, il en a 15 filiales. Il a de grandes capacités de production, hein, donc il peut suffire à lui-même le marché national. Hein. Jusqu'à doubler sa production? Oui, carrément. Il pourra doubler sa capacité parce qu'il a une capacité installée qui est très très importante. Et c'est pour cela qu'on est rassuré sur ce dispositif. Mais pourquoi il ne l'a pas fait avant alors? Il travaille avec la matière première, donc avec la poudre de lait. Et c'est pour cela que le gouvernement, il a doublé la ration de Gipley. Et c'est à peu près 3000 tonnes qui sont en plus. De différence. Et c'est à juste titre, justement, parce que le groupe Gipley, il est beaucoup plus dans une optique de régulation, de stabilisation du marché. Oui. Et donc, on est très, très à l'aise. Donc cette tension devrait disparaître dans les semaines? Elle commence à disparaître, surtout dans les grandes villes, notamment Alger. Donc, Gipley, il a pris les choses en main. Il est en train de maîtriser encore plus son instrument de distribution. Donc, il est en train d'intégrer la distribution. Et je pense, d'ici Ramadan, on a moins d'un mois, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et surtout, le sachet de lait restera à 25 dinars. À 25 dinars. Donc, parce qu'on a vu quelques augmentations. Ça, c'est un acquis. Ça et là. Ça, c'est un grand acquis de l'État. Hein, parce qu'avec la situation financière, l'État veille. C'est une mesure de solidarité, surtout entre les familles. Transferts sociaux. Et ça, c'est l'Algérie qui gagne. Monsieur Cherif Orbali, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur de la régulation et de développement des productions agricoles au ministère de l'Agriculture. Merci. Merci à vous, madame. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le replay de l'émission vous sera proposé sur notre page Facebook, notre invité Canal Algérie. Le replay aussi vous sera proposé sur notre chaîne Canal Algérie demain après le journal de la mi-journée. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.